Bonjour Alexandre Lazareg. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit du numérique et vous avez épluché ce fameux DSA. Combien de pages ? Une centaine de pages, un petit peu plus même. Ce qui est D'accord. l'habitude de l'Union européenne que de multiplier les législations et de les complexifier. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est historique, ce DSA ? Non, je ne pense pas que ce terme puisse être valablement employé, en ce sens que nous avons déjà une large... dans notre droit français, en tout cas, la plupart des dispositions qui sont présentes ici reprennent trait pour trait le droit français applicable et la jurisprudence qui a été prononcée cette dernière décennie. En ce sens, on ne peut pas parler d'histoire ou de révolution à ce sujet, même s'il y a des avancées notables. Simplement, ce qu'on peut dire sur le plan historique, c'est que l'Union européenne, enfin, prend conscience de la place des GAFA dans notre économie et essaye de les réguler et de les encadrer compte tenu de l'importance qu'elles ont prise ces dernières années. Alors il y a beaucoup de choses, évidemment. On va pas prendre toutes les mesures les unes après les autres, mais selon vous, quelle est peut-être la plus importante ou les plus emblématiques et celle qui pourrait avoir le plus de conséquences dans nos vies ? Je dirais que c'est peut-être la transparence des algorithmes. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui était demandé par les utilisateurs, les citoyens depuis très longtemps, qui a interrogé aussi les experts. Pour la première fois, désormais, nous allons savoir précisément comment fonctionnent ces plateformes, comment elles hiérarchisent les informations, les messages. Il y a une exigence de transparence à leur égard. Jusqu'à présent, elles évoluaient sous une forme d'opacité qui nous permettait pas de comprendre véritablement leur fonctionnement. Là, nous allons comprendre véritablement comment elles fonctionnent. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et important. Mais est-ce que c'est bien réaliste de vouloir, comme ça, percer les secrets des algorithmes ? D'abord, est-ce que ça permettra vraiment de tout comprendre ? Et en plus, est-ce que il n'y a pas des limites ? C'est-à-dire qu'il y a des secrets industriels aussi là-dedans. Tout à fait. D'ailleurs, le texte prévoit la préservation des secrets d'affaires. Mais ceci étant dit, les plateformes, elles fonctionnent sur ces algorithmes. C'est-à-dire que pendant très longtemps, elles se sont présentées comme des boîtes aux lettres et on avait du mal à prendre conscience qu'en réalité, il y avait un véritable choix dans la diffusion des messages. Il y a une véritable ligne éditoriale dans les messages qui sont publiés, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les plateformes de marketplace, qui a hiérarchisé les produits. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on avait du mal à comprendre comment ça fonctionnait. Et donc, c'était très important pour les utilisateurs, pour les citoyens, d'être dans cette transparence. Et il y a la création de ce qu'on appelle les tiers de confiance. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire des personnes qui sont indépendants vis-à-vis de ces entreprises, vis-à-vis de ces plateformes, et qui pourront mettre le nez dans le fonctionnement de ces plateformes. Et puis, il y a les chercheurs, les journalistes, des juristes, des experts qui pourront y accéder aussi pour avoir des informations. Donc, concrètement, c'est possible, le texte en donne les moyens. Derrière la question que vous posez, il y a aussi, est-ce que c'est réaliste? C'est-à-dire, est-ce qu'ils le feront? Est-ce qu'ils se soumettront aussi à cette réglementation? Alors là, la question effectivement est posée et la réponse, je ne l'ai pas. Ça, c'est la pratique qui le verra. Ce que je peux dire, c'est vis-à-vis des données personnelles, du droit des données personnelles, le fameux RGPD, qui est un texte un peu de cette ampleur, qui a essayé de contrôler, de réguler les plateformes et encadrer la collecte des données personnelles. Eh bien, après l'édiction de ce texte, sa mise en vigueur, les plateformes ne se sont pas complètement soumises, je dirais, à la réglementation. Force est de le constater, puisqu'il y a un certain nombre de décisions de condamnation qui ont eu lieu après. Donc, effectivement, compte tenu de leur puissance, il n'est pas du tout certain qu'ils se soumettront aisément à cette transparence exigée par ce nouveau texte. Donc on va enfin comprendre pourquoi quand on fait une recherche sur Amazon ou sur une autre plateforme de commerce, eh bien c'est tel produit qui remonte et pas d'autres. On va enfin comprendre pourquoi ce sont souvent les contenus les plus radicaux, parfois problématiques parce que des contenus de désinformation. On va enfin comprendre pourquoi c'est ça qui remonte également sur Facebook ou sur Twitter. Est-ce que ça changera quelque chose à l'arrivée ? La question est effectivement posée parce que enfin comprendre, ça on peut le comprendre, en tout cas en ce qui concerne les réseaux sociaux, effectivement, on met en avant les messages polarisants, les messages radicaux plutôt que ceux qui font la promotion du vivre ensemble,
parce qu'on est dans une société commerciale qui a besoin d'attirer l'attention, et plus on est sur cette plateforme, plus ils sont contents parce qu'ils ont des messages publicitaires importants, et effectivement ils essayent de retenir notre attention, et nous savons que la nature humaine est ainsi faite, nous sommes plus attirés par des messages radicaux que par des messages consensuels. Donc la raison, c'est celle-là, mais simplement aujourd'hui il y aura une véritable transparence à ce sujet, et on pourra engager leurs responsabilités si en effet ils essayent de manipuler, d'instrumentaliser l'opinion à travers la hiérarchie des messages. Donc en ce sens, on peut dire que c'est une avancée. Donc ça, c'est pour la transparence des algorithmes. Est-ce qu'il y a d'autres points importants selon vous ? Pas vraiment, en réalité. Pourquoi ? Parce que l'enjeu en fait de ce texte, c'était de renforcer la mise en responsabilité de ces plateformes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux en particulier, vous avez des messages qui peuvent être qualifiés d'illicites, c'est-à-dire que vous avez ce fameux phénomène de haine en ligne. Lors de l'avènement de ces plateformes, on a considéré que ces plateformes, c'était un formidable moyen et un outil de liberté d'expression dans une société démocratique où désormais chacun pourra exprimer son opinion, interagir, et il n'y aura pas que certaines personnes qualifiées sur quelques chaînes de télévision, comme jadis, qui pouvaient s'exprimer. Donc ça a été un outil formidable sur le plan démocratique. Et d'ailleurs, dans l'histoire récente, par exemple les fameuses révolutions arabes, on sait que les plateformes ont joué un rôle crucial, je dirais, pour l'expression publique et pour, je dirais, les mouvements sociaux. Ceci étant dit, on s'est aperçu qu'il y avait un versant un peu obscur. Ouais, à un moment, ça a dérapé un peu quand même. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est une chose, l'expression dans l'espace public, c'est une chose, mais simplement lorsque chacun est derrière son téléphone ou son ordinateur, il peut tenir des propos tout à fait désagréables, nauséabonds, diffamatoires, injurieux, et c'est ce qu'on appelle d'une façon générale la haine en ligne, des messages tout à fait désagréables qui ne servent pas à la démocratie et l'expression publique. Et c'est là que le législateur doit intervenir. C'est là que ça peut porter des préjudices très importants pour les gens. Il y a le harcèlement en ligne, et à cet égard, il a fallu les réguler. Et c'est là que vient jouer ce texte. Alexandre Lazarègue, le DSA entre en vigueur, enfin, il n'est pas encore entré en vigueur. Le DSA est mis sur les rails au moment où Elon Musk rachète Twitter. C'est étonnant ce télescopage. Est-ce que, du coup, ça voudrait dire que le DSA pourrait, comment poser la question de la manière la plus neutre possible. Enfin, quel pourrait être l'impact finalement si demain Elon Musk décide de complètement changer la ligne de Twitter? Est-ce qu'avec le DSA, eh bien, en Europe, on aura droit à un régime spécial et il sera obligé de se conformer finalement à ces règles-là? Ah bah tout à fait. De toute façon, on peut dire que le texte s'applique à tous les réseaux sociaux tous les réseaux sociaux qui agissent sur des utilisateurs sur le territoire européen. Donc, quoi qu'il en soit, Twitter est assujetti à cette réglementation. Effectivement, c'est une formidable coïncidence, parce que ça montre que dans le monde des idées, si je puis dire, les gens se rejoignent, en ce sens qu'il y a une vraie problématique, et vous avez des forces qui évidemment utilisent ces plateformes parce que c'est un moyen de communication, c'est un moyen d'influence extrêmement important pour les puissances économiques, et c'est aussi pour la raison pour laquelle le législateur européen a besoin de réguler pour protéger aussi la société démocratique, la liberté d'expression et la dignité des individus, parce que les réseaux sociaux peuvent porter atteinte à la dignité des individus à travers des fausses informations qui peuvent créer des dissensions, des déséquilibres dans la société, à travers le harcèlement, à travers tout un tas de messages qui peuvent influencer, instrumentaliser l'opinion sur le plan politique. Vous avez eu le scandale de Cambridge Analytica qui a été tout à fait fondamental à cet égard. Donc sur Facebook, les puissances économiques s'intéressent à ces réseaux sociaux, et les États cherchent à contrôler, à réguler, à maintenir pour protéger leur cadre de vie. Et il y a des forces contradictoires qui se battent, et c'est un petit peu ça qu'on voit précisément dans cette coïncidence. Est-ce qu'avec ce texte, on va vers un monde plus safe, plus sain, plus apaisé, ou au contraire, on va vers des empoignades judiciaires à n'en plus finir ?
Ah bah, en tout cas, l'objectif, évidemment, c'est d'assainir, je dirais, ces médias. L'idée aussi, c'est d'engager plus facilement la responsabilité des médias. Peut-être qu'on en reparlera, mais on verra que ça sera pas néanmoins pas moins difficile. Aujourd'hui, il est très difficile de s'attaquer à ces entreprises. Elles sont extrêmement puissantes. Elles ont pris une ampleur tout à fait décisive. On ne les a pas vues venir compte tenu de leur modèle qui repose sur la gratuité. Elles ont échappé à tous les seuils de contrôle, de référence, notamment en matière de droit de la concurrence. Et en effet, aujourd'hui, elles sont là. Ce sont des sortes de monstres froids, comme disait Nietzsche, si je puis dire. Et dans ces conditions, aujourd'hui, elles sont à l'égal et même peut-être supérieures aux États. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les États, au sens national, n'étaient pas en mesure de réguler valablement ces entreprises. Nous sommes obligés de monter à une échelle plus régionale. Et en effet, il n'est pas du tout certain qu'elles soient ou qu'elles se ressentent tout à fait, je dirais, contraintes par ces textes, compte tenu de leur puissance, compte tenu de l'argent qu'elles récoltent, par justement ces diffusions d'informations, cette manière de faire. Donc, en réalité, ce texte leur demande de revoir un petit peu leur modèle d'affaires. Et c'était aussi le cas du RGPD. Et il n'est pas du tout certain qu'elles s'y soumettent. Et à cet égard, il est probable que, en effet, nous allons multiplier les contentieux en vain. Et il n'est pas du tout certain que ce texte, aussi, je dirais, ambitieux qu'il soit, notamment au regard des amendes qu'il préconise, qu'il parvienne à ses fins. Merci beaucoup, Alexandre Lazareg, avocat spécialisé en droit du numérique. Merci à vous.